L'année 2018 s'annonce pour plusieurs ici en interne comme à l'extérieur du pays comme une année aux multiples enjeux dont le principal enjeu demeure l'organisation des élections ici en République démocratique du Congo. Et face à cet enjeu majeur, tout le monde se demande comment l'opposition se prépare-t-elle pour affronter les élections si, bien entendu, il y aura des élections ici d'ici la fin de cette année 2018. Pour parler de cette question, mais également pour parler du fonctionnement des différents partis ici en République démocratique du Congo, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un, cadre du MLC, jeune cadre du MLC. Vous l'avez certainement découvert au travers de cette émission l'année passée. J'ai le réel plaisir de le retrouver cette année. Madame, messieurs, saluez avec moi Yves Kitumba. Merci et bienvenue. Merci, madame. On ne va plus revenir sur le renouvellement de des jeunes, l'apport des jeunes, parce que vous êtes déjà bien rodés, vous êtes déjà en train de fonctionner avec vous. Nous allons essayer d'aborder vraiment les questions de fond qui touchent au fonctionnement et à l'avenir du pays ici en République démocratique du Congo. Mais on commence par parler de votre parti. Déjà, ça c'est la première du MLC. Comment se porte votre parti? Non, le parti se porte bien. Nous avons fait la rentrée politique, vous avez vu, avec la mobilisation de nos militants de base pour préparer les élections. Mais la plus grande information, c'est notre rentrée politique a été ensemble avec le procès de notre président national. On va parler de ce procès, mais il faut dire quand même bien... Nous-mêmes, en tant que jeunes cadres du parti, et nous sommes en train de sensibiliser nos militants de base pour préparer les élections. Alors vous avez vu, nous étions sur le terrain, nous avons sensibilisé nos bases dans différentes communes de Kinshasa et surtout là où nous sommes bien assis, donc à Mongafula, à Kindele, à Kimbondo, nous avons mobilisé nos militants pour préparer les élections. Parce que ce qui est plus important dans notre pays, c'est l'alternance politique que nous espérons goûter nous tous. Et en tant que jeunes cadres, nous allons faire une pédagogisation cette année. La pédagogisation de la politique, c'est parce que nous voulons qu'il y ait la dépolitisation du mental de notre peuple. Parce qu'au-delà de la politique... Tout est politique ici. Au-delà de la politique... Même le choléra devient politique. Voilà. Même l'insalubrité devient politique. La vie existe et il faut qu'il y ait des entrepreneurs, des gens qui vont aller au travail, des agriculteurs pour développer notre pays. Mais faites-moi de la bonne politique, je vous ferai une bonne économie, voilà. Je vous ferai une bonne agriculture. Ouais. S'il vous plaît, il faut vous aborder quelque chose d'important. La politique régule tout. Quand ça marchera bien dans la politique, ça ira mieux pour le reste de domaines. Je suis d'accord avec vous, mais je suis d'avis également que nous devons... La politique, ce n'est pas tout le monde qui doit faire la politique. La politique est réservée à l'élite, à une classe. Nous déplorons aujourd'hui ce qui a les niveaux de notre population et la carrure des leaders politiques de notre pays. C'est pourquoi nous disons qu'il est plus important de dépolitiser le mental, parce qu'il faut faire aussi des entrepreneurs, des médecins, des professeurs d'université, des avocats, et d'autres métiers, le valoriser. Rien que la politique dans notre pays, ça n'ira pas. Et tout le monde veut faire la politique. Nous trouvons que cela n'était pas tout à fait approprié. Ça rapporte à la plus taille et de notre mieux pays. avec une rapidité. Non, en réalité, quand même. C'est ça l'image qu'on nous a présentée de la politique. C'est servir, appliquer le mode de gestion pour le développement de la communauté. Ça, vous le dites peut-être parce que vous n'avez pas encore des fonctions, des hautes fonctions. C'est la réalité des choses. Vous savez, madame, il y a un problème dans notre pays. Je fais la politique. Si vous vérifiez de tout près avec des personnes avec qui je partage une vie quotidienne, au-delà de la politique, j'ai autre activité. On ne fait pas la politique en étant chômeur. Sinon, vous apportez quoi dans votre pays? Nous avons besoin de développement de ce pays. Le développement de ce pays est tributaire du travail. Et aujourd'hui, tout est politisé. C'est pour cette raison que nous avons lancé cette campagne que j'appelle la pédagogisation politique de notre pays. En tant que leader, en tant que représentant de la nouvelle génération politique dont je porte la charge du leadership, nous allons dépolitiser les mentales pour permettre
pour permettre, oui, pour permettre vous êtes conféré à d'autres intellectuels, de s'engager dans des domaines de développement que de rester purement en politique. Vous dites si je me suis donné vous êtes conféré ce leadership, titre de donc, leader. à votre avis, aujourd'hui dans la classe politique, et vous voyez des différents jeunes qui défilent dans des télévisions en train de parler politique, les fonds, c'est sur base de fonds, parmi des jeunes qui ont du fond, c'est pas pour se vanter, mais c'est la réalité des choses, et ça va se démontrer après les élections. Si jamais il y a élection, mais revenons quand même à votre parti. Déjà au niveau du fonctionnement, ça va parce qu'à un moment on a senti des remous entre, on ne savait pas qui engageait le MLCS, c'était Fidel Babala, le secrétaire adjoint, ou Madame F. Bazaïba. Maintenant ça va parce qu'on voit quand même Fidel être très effacé. Non, les partis, c'est un parti organisé et bien structuré. Il y a des organes qui fonctionnent. Au-delà du bureau politique, il y a les secrétariats généraux, le président national, le bureau politique, les secrétariats généraux. Les secrétariats généraux est représenté par Madame F. Bazaïba. C'est elle qui engage les partis officiellement. Fidel Babala, il y avait quelques intrusions de Fidel Babala Fidel Babala adjoint de Madame Bazaïba, c'est un peu l'oreille de chef, le maître Lenga, comme l'honorable Ramazani Baya, comme l'honorable Lungwana. Le 4 fonde ce qu'on appelle le secrétariat général. En fait, ça c'est de la désinformation. C'est-à-dire, c'est des personnes mal intentionnées qui veulent introduire un virus dans le parti. Parce qu'ils estiment que le parti est bien structuré, il faut le détruire. Nous sommes en train de nous organiser pour les élections et nous allons gagner. On n'est pas sur des considérations tout à fait personnelles ou tout à fait individuelles. Nous sommes ensemble pour aller aux élections. Vous avez suivi les différents appels de notre président national qui insiste sur la cohésion et l'unité. Donc nous qui prenons l'unité et la cohésion, nous ne pouvons nullement nous engager dans un combat sans merci de séparation. Donc c'est de la désinformation pure et simple. Les partis fonctionnent correctement avec les institutions et la preuve, vous avez vu comment nous nous déployons sur le terrain. On parle de ce parti, tout le monde au niveau du MLC reste persuadé que la sortie de Jean-Pierre Bemba de la haie est imminente avec ce procès en appel. Parlez-nous brièvement de ce procès dont on attend le verdict incessamment. Comment ça s'est déroulé? On reste confiant. Il va sortir. Nous sommes confiants que Jean-Pierre Bemba sera libéré parce que nous ne cessons de le dire que c'est un procès politique. C'est un procès politisé, vous l'avez vu. Même la communauté internationale politise tout, parce que là c'est la haie. On peut comprendre en interne, parce que c'est peut-être dans la nature de Congolais, mais là on parle de la Cour pénale internationale, les juges ont une autre mentalité et tout, et vous pensez qu'ils ont intérêt à politiser cela? Vous êtes journaliste, vous savez les faiblesses de la Cour pénale internationale qui a été tout à fait déballée par les différents scandales du procureur. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est des faits vérifiables. Et vous avez vu comment la Cour pénale internationale est discréditée par rapport à ses activités. Donc, bref, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir Jean-Pierre Bemba parce que son leadership s'est fait sentir les sans besoins. Lui, vous n'allez même pas être élu. C'est maintenant votre nouveau Tshisekedi. Non, c'est pour le Congo. D'autres se sont fait élus avec les Monières, la photo de Tshisekedi. Vous avez besoin de lui. C'est pour les Congos. Nous l'appelons, nous disons, sans pour autant aller dans d'autres considérations, c'est l'alternative pour un Congo fort et respecté. Et vous imaginez aujourd'hui, vous êtes journaliste, avec rationalité, vous comprenez que le Congo a besoin de son leadership en termes d'alternance politique. On a besoin de son leadership. Bref, nous espérons, nous sommes confiants. Vous avez vu comment les procès s'est déroulé. Rappelez-nous brièvement, donnez-nous les grandes lignes. D'aucuns parlent d'un réquisitoire, du réquisitoire de 80 ans. C'est de la désinformation. Le procès a été transmis en direct dans différentes chaînes de télévision. Vous avez vu que le procès a été clôturé un peu plus avant que prévu.
C'est-à-dire, je vais expliquer aux téléspectateurs, nous sommes allés en appel. Pourquoi? Parce que il y avait, en termes de procédure, l'iniquité du procès. Deuxième élément, nous avions besoin que le procureur nous donne des détails. Parce que il n'y avait pas que les troupes du MLC à Bangui, il y avait des Tchadiens, des Libyens, des Centrafricains eux-mêmes, alors qu'ils nous donnent des détails avec certitude que les faits reprochés à Jean-Pierre Bemba ont été exactement commis par les militaires du MLC. Ce qu'il a été incapable, vous avez vu le procès. Troisième élément, c'est les commandements. Pendant que Jean-Pierre Bemba était ici au Congo, les troupes étaient dans des opérations sous un commandement opérationnel, un commandement militaire qui passe du chef d'état-major jusqu'au chef de l'État qui était en fonction, notamment paix à son âme, Ange Félix Patassé, et le chef d'état-major. En quoi Jean-Pierre Bemba faisait partie du commandement militaire pour être puni en tant que chef militaire? Et quatrième élément, c'était de démontrer avec des preuves qu'il y avait des commandements venant de lui à partir de Bangui et qu'il soit inculpé en tant que chef militaire. Les procureurs étaient incapables, vous avez vu le procès, il était incapable. Il s'est appuyé sur des papiers de presse, sur des appels téléphoniques et sur des rapports non authentifiés. Et en plus de cela, si nous pouvons encore ajouter la condamnation, nous avons attaqué également la condamnation de 18 ans. Pourquoi? Parce que le juge de la CPI ou la chambre de la première instance condamne Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû savoir que ces militaires commettront des bévues en Afrique du Sud. Il est Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Vous comprenez? C'était tout à fait donc au regard, irrégulier. Avec autant, la décision était irrégulière. Avec ces éléments-là, c'est ces éléments vous permettent aujourd'hui... La preuve, aujourd'hui la vérité commence à se rétablir. Vous avez vu le procès en direct. Et face aux questions de juge, l'accusation a basé son argumentaire sur aucune base juridique. Parce qu'il était poursuivi sur base de l'article 25 du statut de Rome. Et nous avons démontré, en collaboration avec l'article 78, il était difficile que l'accusation prouve de manière détaillée qu'il est coupable. Et les cas de jurisprudence sur les chefs militaires qui ont effectivement participé à des opérations militaires, ils étaient sur terrain, il y a eu 54 cas des chefs militaires qui ont participé au combat, mais qui ont été condamnés à 2 ans de prison et 18 ans pour Jean-Pierre Bemba. Déjà qu'il en a consommé voilà. Déjà 10 voilà. Donc nous avons voulu que la vérité soit rétablie. Et nous espérons, nous avons la conviction, parce que les faits existent et la défense a prouvé. La preuve, le procès est arrêté parce que l'accusation n'a pas assez d'éléments de preuve. Et le juge leur a donné 1 semaine de surplus pour ajouter des observations éventuelles. Sur base de ces observations éventuelles, nous espérons avoir un jugement. D'après les statuts de Rome, le juge a 90 jours pour prononcer le verdict. En attendant, donc probablement le premier trimestre 2018, nous aurons le verdict et nous espérons, ni plus ni moins, à un acquittement. En attendant, en attendant que votre leader ne puisse bénéficier quand même de sa liberté, chose que vous espérez, la politique, elle est dynamique, fonctionne en République démocratique du Congo, mais est-ce que vous envisagez les élections sans Jean-Pierre Bemba comme leader? Écoutez, nous sommes parmi les 2 cas de figure de l'Afrique d'un parti politique qui fonctionne sans son leader. Vous avez vu, donc nous serons le 2e après l'ANC de Mandela. Mandela a fait 27 ans de prison, l'ANC a fonctionné. C'est comme Jean-Pierre Bemba, c'est près de 10 ans de prison. Nous fonctionnons, les partis existent. Nous irons aux mais élections. Vous ne bénéficiez pas du même aura. Nous préparons des élections. C'est ça, non, la difficulté en fait, ce n'est pas la difficulté, non, on le voit aujourd'hui avec Odia. peut-être l'UDPS, il suffit non, que Madame la tête Odia, ne soit plus là, ça commence à vaciller et on n'a plus de crédit. Madame Odia, je vais vous dire une chose. Vous êtes de la presse. Il faut aider les politiques. Les populismes, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est du populisme. Nous avons besoin de personnes qui ont de la rationalité. Faire de la politique pour notre peuple, pour le développement de ce pays.
peut-être, je dirais, vous me parlez des cas de populistes en termes d'aura. La politique, on ne le fait pas en termes Là, d'aura. j'ai vraiment cité un parti, hein, je parle de l'UDPS. Alors, si vous considérez l'UDPS comme un parti populiste... je ne parle pas... Soit, il faut le dire, hein, dans ma rhétorique de réflexion, je ne parle pas d'un autre parti. Je parle de l'ensemble des activités politiques de notre pays. Aujourd'hui, beaucoup de partis, sans pour autant le citer, sont dans le populisme. Et nous, en tant qu'un parti rationnel, la preuve, vous avez vu la production de tous les cadres du MLC dans ce pays. Ce sont des personnes valables pour diriger le pays, pour assumer des responsabilités. Et un constant aussi, hein, qui passe d'un bout à l'autre. Oui, non, ça c'est en fonction de. Non, ça c'est en fonction des convictions. Vous en parlez, on a vu, il vient de MLC, on a vu vraiment de l'inconstance, c'est-à-dire ce qui fait que c'était pas si solide quand même le fondement dans la formation de vos cadres. Les êtres humains c'est d'ailleurs notre crainte avec vous. Non, regarde. Parce qu'aujourd'hui, là, vous prenez, et demain, on ne sait pas. Non, vous voyez, vous allez vous retrouver. Il y a deux éléments là-dedans. Il y a la conviction, et puis deuxième élément, les êtres humains sont imprévisibles. Vous ne pouvez rien préparer pour un être humain. Vous êtes à Congo Web, demain, nous ne savons pas là où vous serez. Donc, c'est ça la réalité des choses. Il faut prendre les choses dans sa dimension réelle. Vous comprenez? Donc, de mon point de vue, c'est question de conviction. Lorsque vous parlez, par exemple, de mon cas, écoutez, aujourd'hui vous êtes plein de convictions, plein d'ambitions pour votre parti, mais demain... Non, je me suis engagé en politique parce que je trouvais que ça n'allait pas. Ça, je dois vous avouer. D'autres avant vous ont eu à dire ça. Non, ben écoutez, et on sait aujourd'hui où est-ce qu'ils se retrouvent, ni à gauche ni à droite, ils se disent centristes. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. J'ai commencé à faire de la politique chez moi à la maison, et lorsque j'ai constaté que ça n'allait pas dans la vie politique, je me suis dit que je dois m'engager. Je m'engage. Et en termes de réflexion intellectuelle, j'ai dit, mes convictions vont dans le même sens que le parti, le MLC. C'est pourquoi je me suis engagé au MLC. C'est par mes convictions intimes. C'est-à-dire, je ne fais pas la politique pour les positionnements, d'autant plus. Ma vie existait avant la politique et existera après la politique. Donc, je fais la politique au MLC parce que mes convictions cadrent avec le projet du MLC. Avec ou sans Jean-Pierre Bemba, le MLC, parce qu'il reste plus que quelques mois, hein, le processus électoral est irréversible, comme s'acharne à le dire le président de la CENI, voire même le président de la République. Avec ou sans Jean-Pierre Bemba, il y aura le MLC. Dans tout, j'allais dire, échelon. Bien entendu, avec ou sans Jean-Pierre Bemba, nous irons aux élections et nous mettrons des candidats à tous les niveaux. Je vous donne ma parole, vous allez le voir au moment opportun. La présidentielle au communal. Tout à fait. Notre combat, rappelez-vous, depuis la SENCO, des différents dialogues jusqu'à ce que nous avons formé notre plateforme Front pour le respect de la Constitution, nous ne clamons que sur les élections. Comment se fait-il un parti qui parle des élections ne peut pas aller aux élections? Lorsque nous parlions des élections, Jean-Pierre Bemba il est toujours à la haie. Mais vous pouvez aussi, au regard de ce qui se passe, revoir déjà et vos nous ne savions pas, nous ne savions pas qu'il y aurait procès. Il y aurait la date fixée par la Cour pénale n'était pas tout à fait connue. Lorsque nous parlions des élections à son temps, lorsque nous disions jusqu'à présent, nous insistons pour qu'il y ait des élections dans notre pays. Nous sommes un parti. Jean-Pierre Bemba, c'est le président du MLC qui incarne, bien entendu, la vision du MLC. Mais le MLC est une structure. Donc, la structure fonctionne, 10 ans bien que Jean-Pierre Bemba a été empêché, mais la structure a fonctionné. Nous allons continuer à fonctionner avec ou sans lui. Avec ou sans Jean-Pierre Bemba, la structure va fonctionner, mais en même temps, c'est Jean-Pierre Bemba, vous l'aviez dit tantôt, qui appelle à l'unité de l'opposition. Est-ce que c'est possible? Bon, écoutez, si Jean-Pierre Bemba sortait aujourd'hui, vous pensez vraiment qu'il accepterait de se mettre à l'écart? Vous avez vu ses appels, vous avez vu, il a fait 2 ou 3 appels, si vous êtes journaliste, pour appeler l'unité. Merci de me le rappeler souvent. Voilà. Je sais que je suis journaliste. Je crois que les téléspectateurs le savent aussi. Donc, c'est-à-dire, il a appelé à l'unité parce qu'il estimait que seule l'unité peut nous aider à combattre les velléités de la dictature notamment et nous permettre à atteindre l'alternance politique.
Ce qui a un problème à l'opposition, ce sont les guerres d'ego. Hein? On doit se le dire. Même au MLC, il y en a. C'est dans le chef de chaque individu. Je suis tout à fait d'accord. J'admets qu'il y a les guerres d'ego. C'est pour cette raison que nous insistons à l'unité. De bannir les guerres d'ego, de nous mettre ensemble pour combattre. C'est un critère subjectif quand vous parlez d'ego. Mettons en place des critères objectifs. Parce que là, ça touche carrément au sentiment. On ne peut pas savoir. J'en arrive. Je n'ai pas fini. J'ai parlé d'abord de cet élément, ces facteurs qui est très important. Il ne faut pas les négliger. C'est très important. L'autre dit, moi je suis leader. L'autre s'estime plus leader que les autres. Vous ne pouvez pas l'empêcher. L'autre s'estime plus populaire que les autres. C'est légitime. Mais ce qui est plus important, c'est notre pays, les Congos, et l'attente de la population. L'attente de la population, c'est l'alternance politique. Et cette attente doit être incarnée par les leaders de l'opposition dont la population fait confiance, de se mettre ensemble, de mettre les efforts. Imaginez la force du MLC à Kinshasa, à l'Équateur, au Bas-Congo, au Bandundu. Vous prenez l'UDPS avec le 2 Kasaï ou le Kinshasa, Bandundu. Vous prenez les amis de l'UNC avec le Sud Kivu, le Nord Kivu. Mettez toutes ces forces ensemble. Nous gagnerons des élections à main levée. Nous gagnerons des élections à main levée. Donc, nous devons nous mettre ensemble. Obemba, comme certains sont pleins de bonnes intentions, mais c'est au niveau de la faisabilité. Ok, la faisabilité pose problème. Alors, c'est un travail. Tu vois, là, vous savez là où... Je suis d'accord sur ces facteurs. Le plus important, c'est lorsque les intellectuels se mettent ensemble. Hein, à force de réfléchir, nous allons trouver une ligne commune. À force de réfléchir, nous allons trouver une démarche commune. Vous voyez? Donc, il faut que nous réfléchissions le plus vite parce que le temps c'est un facteur important. Mais je crois, c'est un process. Comme le process a été déclenché et que nous sommes en train de faire des efforts pour nous mettre ensemble en vue de trouver une démarche commune, une ligne commune pour combattre et atteindre l'alternance politique de notre pays. Du côté de la présidentielle, vous y croyez que c'est possible d'avoir l'unité de l'opposition pour avoir un seul candidat? Mais parlons de la législative, par exemple avec la nouvelle loi électorale. Il est peut-être temps déjà au niveau du... Le MLC va mettre en place une plateforme. Le MLC est sûr d'obtenir plus de voix qu'on ne l'avait obtenu déjà en 2011, parce qu'elle a régressé quand même en 2011 par rapport à 2006. Avec cette nouvelle loi électorale, vous pensez être outillé pour arracher un grand nombre de sièges? Oui, nous sommes un grand parti, nous sommes implantés dans l'ensemble du pays et nous estimons que c'est vrai, nous avons déploré la loi par rapport au seuil et par rapport à la caution, mais nous sommes prêts à affronter, c'est surmontable. Parce que nous sommes un grand parti, nous sommes implantés dans l'ensemble du pays. Ce qui est difficile pour le moment, c'est les signaux qui sont au rouge. Avec, vous avez vu, la mauvaise volonté ou le manque de volonté politique de la majorité d'organiser les élections. Avec son organe intelligent qui est la CENI. Le MLC a un membre aussi. Oui. Vous comprenez que dans la démocratie, c'est la voix de la majorité qui prime, même si vous êtes ensemble. Mais c'est cette politique que les gens ne veulent plus. Dénoncer une structure où vous êtes dedans. Essayer la bonne politique que vous voulez faire, c'est ça. Vous venez à peine de dire il faut faire la bonne politique, rationnelle. En même temps, vous décriez une structure dont vous faites partie. La CENI, c'est une structure de la République. Et en tant que républicain, et le MLC ne s'est pas empêché de changer des membres. Pour des raisons. Il fallait laisser la politique placer les membres. Pour des raisons. Pour des raisons de responsabilité politique et pour des raisons d'État. Il y a un membre du MLC à la CENI conformément. Ne vous plaignez pas de la structure parce que si vous vous plaignez de la structure, demandez à votre membre de sortir. Non, permettez-moi de terminer la rhétorique de ma réflexion. C'est pour des raisons d'État et pour des raisons de responsabilité politique, conformément à la Constitution et à l'accord politique. C'est constitutionnel. Et si c'est quelque chose est constitutionnel, vous n'allez pas nous dénier les droits de dire si ça ne marche pas. Assumez-vous. Nous nous assumons. Alors arrêtez de décrier cette CENI parce que vous en faites partie. Les décisions de la CENI sont validées même par un membre du MLC. Lorsque nous sommes dans un jeu démocratique, je prends l'exemple du bureau de la CENI.
il y a différentes parties qui sont là parce que c'est une structure de l'État et puis c'est une structure d'appui à la démocratie. Donc tout le monde doit y mettre la main pour que ça marche. Et lorsque les décisions se prennent au niveau de la plénière ou au niveau du bureau, vous pensez que c'est à l'unanimité? Ce n'est pas à l'unanimité. Mais qu'est-ce qui prime? C'est la décision majoritaire. C'est le consensus. C'est le consensus. Cela veut dire, il y a une plénière. Voilà, cela veut dire, il n'est pas, il est moins important, ou je dirais, il est moins cohérent de penser que il faudra retirer tel ou notre membre. Mais si vous ne partagez pas, si vous n'êtes pas d'avis avec les décisions prises par cette structure. Les consensus des décisions n'impactent pas sur le pacte constitutionnel. Voilà, c'est ça la différence. Les téléspectateurs qui nous suivent doivent comprendre ça. Donc les décisions ou l'avis sur les décisions n'a pas d'impact sur le pacte républicain qui est la Constitution. C'est la Constitution qui régule le fonctionnement de la CENI. C'est la Constitution qui régule la participation de tout le membre à la CENI. Donc c'est un faux débat. Pour nous, en tant que républicains, nous pensons que seule la solution, c'est l'organisation des élections transparentes. Vous parliez déjà des velléités, vous avez cité la tension quand même au regard de différentes manifestations. Là, vous parliez de la CENI, mais qui est en train déjà d'avancer. Les premières machines à voter sont là, on commence la vulgarisation. Et on termine l'enrôlement déjà dans le Kasaï d'ici la fin de ce mois de janvier. La machine est en marche. Ouais. J'allais dire également la machine à voter est en marche. Non, écoutez, dans la loi électorale, j'ai lu la loi électorale. Dans l'ensemble de la loi, ils ont dit que la machine n'avait pas vocation de faire la transmission des données. C'est-à-dire c'est une imprimante jusque-là. Et vous savez que dans la loi, on a inséré un élément pour dire en cas de vote électronique, toutes les parties prenantes doivent se mettre ensemble pour trouver un consensus sur le mode de transmission des données. On est là. En tant qu'homme de principe, je m'arrête sur la loi. Deuxième élément que je vais vous faire, vous expliquer, c'est-à-dire la machine à voter dont il est question. Nous l'avons décriée. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. La CENI nous dit qu'on a ramené des nouvelles machines. Nous l'avons décrié, nous avons démontré l'incohérence sur l'application ou l'utilisation de cette machine. Je ne sais pas, les présidents de la CENI, il veut qu'on lui parle en chinois pour qu'il comprenne. Bref, je vais vous démontrer, avec la nouvelle loi qui a le seuil, qui a la caution de $1000, la proportionnelle reste aussi. Sensiblement, ça baisserait mutatis mutandis le nombre de candidats et la logistique électorale. À quoi sert la machine à voter? Vous comprenez mon raisonnement? À réduire encore un peu plus le coût. Non, attendez. C'est ça l'une des raisons. C'est vraiment. Si nous évaluons. Si ça peut réduire, c'est que ça. Vous savez, moi je suis un financier de formation. En termes de chiffres, si nous évaluons, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps de démontrer suffisamment avec des chiffres ici, c'est incohérent en termes de budget qu'ils ont fait, en termes de répartition, d'affectation du budget. C'est incohérent. Vous avez dit ça à votre membre qui est là-bas pour qu'il explique un peu la pertinence de vos analyses. On ne rentrerait pas sur notre membre parce que je venais de démontrer qu'il est lié par un pacte républicain qui est la Constitution. En termes de décision, ça n'impacte pas sur sa participation. Donc, je voulais faire comprendre à l'opinion, c'est pour l'opinion, seuil de 1%, $1000 de caution, sensiblement ça baisserait, comme je venais de démontrer. Mutatis mutandis, le nombre de candidats exagéré et la logistique électorale. La machine ne servirait à rien. Non, mais la machine va encore réduire un peu plus vous avez vu le budget de la CENI? Vous avez vu 432 millions. Vous avez vu les affectations? On en parlera à une autre émission. Je vais vous détailler de manière chiffrée les incohérences des affectations du budget de la CENI. Donc, on n'est pas des petits enfants. Nous voulons le bonheur de notre peuple. C'est pourquoi nous parlons en tant que républicains. Vous
Vous comprenez? Nous parlons en tant que républicains parce Alors, que nous voulons le bonheur de mais notre peuple. est-ce possible, parce que la CENI nous dit la machine est en marche, avec toutes ces incohérences dont vous venez de relever, vous pensez que c'est possible d'avoir justement des bonnes élections ici, ou il faut un autre report? Parce qu'on nous a Non, tellement nous ne sommes habitués. pas pour le report parce que vous savez, plus nous tirons du temps, plus l'État sera mal gouverné, plus il y aura des contestations, plus il y aura des problèmes. Vous avez vu l'effritement de la situation économique, l'instabilité en termes sécuritaires dans notre pays. Et aujourd'hui, il y a un bras de fer qui s'engage petit à petit avec l'archidiocèse de Kinshasa. Nous allons, où est-ce que nous allons? Donc, plus la majorité multiplie des stratagèmes pour retarder le processus électoral, plus il y aura de problèmes dans notre pays. Plus il y aura de contestations, plus il y aura des difficultés, et jusqu'où? C'est le peuple qui en pâtit. Nous voulons de la politique autrement. Nous voulons les bonheurs de notre peuple. Et nous estimons la seule voie pour le moment pour apporter l'accalmie, l'apaisement dans le cœur du peuple congolais, c'est l'organisation des élections et lui donner les pains. Voilà, c'est par ce mot qu'on va essayer de mettre terme à cette émission, en tout cas pour aujourd'hui. Mais je sais que Yves Kitumba, vous n'êtes pas divin. Mais si vous était demandé de prédire l'avenir de la RDC pour l'année 2018? L'avenir est sombre, jusque-là. Les tableaux sont sombres. C'est pourquoi nous éveillons, et que ce soit la majorité, l'opposition et l'opinion, avec ces genres de conférences ou de meetings, pour éveiller la population. Faisons attention. Tout ce qui pourra arriver dans ce pays, ce sera la responsabilité de la majorité. Parce que c'est elle qui a la machine. Et nous appelons au bon sens de la majorité et de la CENI d'offrir au peuple congolais ce qu'ils veulent. Le peuple congolais veut les élections. Et les bonnes élections qui... par après ne sera pas suivi des contestations, des tensions, des élections qui ramèneront la paix en République démocratique du Congo, ainsi permettre son développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Appelez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en notre compagnie. On se dit au revoir, à la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. À très bientôt.